Personne ne comprenait comment le corps avait atterri là. Les bras pendaient mollement, emmêlés dans les épines, et la peau, sèche comme du vieux cuir, semblait fusionner avec le cactus. Il portait un t-shirt blanc délavé, encore couvert de traces de saleté, et à sa main gauche brillait une alliance intacte. Il n'y avait aucune empreinte de pas, aucune chaussure, aucune trace de lutte, seulement un silence sec et brutal, comme si le désert avait englouti l'histoire et la lui rendait maintenant incomplète. « Qui a bien pu mettre un cadavre dans un cactus ?» murmura un touriste tandis que la police bouclait les lieux. Le plus étrange était que l'endroit était inaccessible. Pour y accéder, il fallait s'écarter de tout itinéraire touristique et marcher des heures sans ombre ni eau. Ce n'était pas un accident. Et si ce n'en était pas un, qui avait amené ce corps-là? Et pourquoi? Elle s'appelait Mariana Ortega. Elle avait 28 ans, travaillait comme infirmière dans un hôpital public de Ciudad Juárez et était mariée depuis 3 ans à Iván Duarte, un ingénieur civil de 30 ans. Ils vivaient dans un petit appartement au nord de la ville, au 3e étage sans ascenseur, avec une chienne qu'ils avaient rescapée et qu'ils avaient baptisée Luma. Discrète, Mariana n'avait pas de réseaux sociaux, préférait les livres aux fêtes et portait le même parfum depuis ses 18 ans. Iván était plus extraverti, mais tout aussi réservé sur l'essentiel. Son univers était composé de son travail, de Mariana et de sa famille. Ils n'avaient pas d'enfants, même s'ils en parlaient avec tendresse, ils disaient vouloir attendre que le monde devienne un peu moins fou. Le vendredi 27 avril 2007, après avoir quitté le travail, Mariana est passée chez sa mère pour déposer quelques affaires. Elle portait un petit sac à dos, 2 gourdes et de la crème solaire. Elle lui a dit au revoir par un rapide baiser, lui disant qu'elle reviendrait dimanche soir. Sa mère se souvient d'elle souriante, mais avec des cernes sous les yeux. « J'ai besoin de me détendre un peu », fut la dernière chose qu'elle dit. Ce soir-là, Iván fit le plein de son pick-up, un Ford Ranger bleu immatriculé aux États-Unis, et installa sa tente. Ils partirent tôt le samedi 28 pour le désert de Samayuca, une région réputée pour ses figuiers de barbarie, son silence absolu et ses paysages d'un autre monde. Le plan était simple, camper une nuit, observer les étoiles et rentrer sans se presser. À 16h22, Mariana envoya un SMS à sa sœur avec une photo. Elle se tenait dos à l'horizon, le regard orange au coucher du soleil, elle portait un chemisier blanc et les cheveux attachés. « On se croirait sur Mars », écrivit-elle. Ce fut le dernier contact. Lundi, Mariana ne s'est pas présentée à l'hôpital. Iván n'a pas non plus appelé son chef de chantier. Au début, la famille a cru prolonger son séjour, mais leur téléphone était éteint et ils ne répondaient pas aux messages. À 20h, la mère de Mariana s'est rendue au commissariat pour signaler sa disparition. Pendant les 3 jours suivants, la police organisa des recherches aériennes et terrestres. Plus de 300 km² furent sillonnés par des hélicoptères et des véhicules tout-terrain. Tous les employés des stations-service voisines furent interrogés. Personne n'avait vu le pick-up bleu. Il n'y avait aucune trace, pas de pneus, pas de détritus, pas de campement. C'était comme si le désert les avait engloutis tout entiers. Un détail troublant est apparu au milieu du chaos. Dimanche, à 3h15, un appel anonyme a été enregistré dans une cabine téléphonique près de Coyam. La voix d'un homme, tremblante, n'a prononcé qu'une seule phrase, « J'ai entendu un cri ». Quelque chose bougeait, mais ce n'était pas humain. Il a ensuite raccroché. Le numéro est resté introuvable. La cabine était cassée, rouillée, et aucune caméra n'était à proximité. La police a écarté l'incident, le prenant pour un canular, mais pour la famille, c'était un présage. Les semaines passèrent, puis les mois. L'histoire disparut des médias et les amis cessèrent de poser des questions. Le temps recouvrait tout d'une couche de résignation. La mère de Mariana, cependant, continuait d'attendre. Chaque samedi, elle laissait une bouteille d'eau et une bougie allumée devant la porte. En 2009, 2 ans plus tard, l'affaire était officiellement classée. La camionnette n'avait jamais été retrouvée. Le dossier de police restait marqué d'une seule étiquette, disparition sans laisser de traces. Personne n'imaginait que 6 ans plus tard,
le corps de Mariana serait découvert par hasard et que son histoire ouvrirait une blessure plus profonde que quiconque n'était prêt à l'affronter. Les premiers jours après sa disparition, la famille a fait comme tout le monde, ils ont placardé des affiches, appelé les radios locales, parcouru les hôpitaux avec la photo imprimée sur une feuille A4 et demandé de l'aide par tous les moyens possibles. L'image était toujours la même, Mariana, souriante, les cheveux attachés, sa sœur la serrant dans ses bras, toutes deux portant des lunettes de soleil. C'était une photo prise à l'occasion de leur premier anniversaire, dans le désert où elles étaient retournées ce week-end-là. La coïncidence n'est pas passée inaperçue. C'était chez elle, a déclaré la sœur de Mariana. La police a d'abord réagi rapidement. Une équipe de secours a été déployée, des drones ont survolé la région et un hélicoptère militaire, prêté par le ministère de la Défense, a patrouillé le périmètre. Des cartes satellites et des images thermiques ont été utilisées, mais rien n'a été trouvé. Pas un mouchoir, pas une trace de pneu, pas une bouteille jetée. Dans le désert où tout ce qui entre laisse une trace, il n'en avait laissé aucune. Au fil des jours, des rumeurs ont commencé à circuler, une dispute, un suicide planifié, des aperçus dans une autre ville en train d'acheter des billets de bus. L'affaire a commencé à s'effondrer, entre histoires infondées et théories de plus en plus absurdes. Une semaine plus tard, les médias avaient déjà changé de sujet et, aux yeux du système, Mariana et Ivan n'étaient plus que deux adultes partis de leur plein gré. L'affaire était classée comme une disparition sans aucun élément criminel, mais personne parmi leurs proches n'y croyait. La mère de Mariana commença à tenir un journal. Chaque jour, elle y notait ses souvenirs, ses rêves et ses sentiments. Elle le faisait davantage pour éviter de sombrer dans la folie que par espoir. Dans l'une de ses entrées, écrite 2 mois après la disparition de Mariana, elle laissa une phrase que le temps transformerait en prophétie, « Le désert garde ses secrets, mais un jour, il se lasse et les recrache. » Pendant ce temps, chez les Duarte, le père d'Ivan était obsédé par ses propres recherches. Il utilisa ses économies pour engager des guides locaux, des pisteurs et même un groupe de bénévoles rompus aux sentiers non officiels du désert. L'un d'eux, un vieil homme raramuri nommé Ephraim, lui confia une chose qu'il n'oublia jamais, « S'ils sont entrés par Samayuka, ce n'est pas par erreur qu'ils sont repartis. Quelqu'un les a égarés. » Ephraim a dessiné à la main une carte indiquant les zones que les animaux ont tendance à éviter, où même les caravanes de migrants n'osent pas s'aventurer. L'une de ces zones, marquée d'une croix pâle, était connue des habitants comme l'épaulement d'une formation rocheuse qui ne projette de l'ombre que 2 heures par jour. Personne n'y campe, il n'y a aucun abri, et la terre est craquelée comme si elle refusait de supporter quoi que ce soit de vivant. Le père d'Ivan s'y rendit avec 2 hommes. Il ne trouva aucune trace, mais l'air ambiant disait, ça sentait le vieux métal. Les années passèrent. En 2008, la mère de Mariana tomba malade à cause d'hypertension. En 2009, l'affaire fut classée. En 2010, la sœur de Mariana déménagea à Monterrey et Luma, leur chien, mourut de vieillesse. En 2011, Ivan fut déclaré disparu pour des raisons d'héritage, mais personne n'accepta l'idée de tourner la page. C'était comme si, malgré la douleur, chacun continuait à laisser une chaise vide. Et puis, 6 ans plus tard, tout a basculé. Le 23 juin 2013, un groupe de touristes américains a décidé de parcourir un itinéraire semi-désertique entre Koyam et l'ancienne route minière d'Ojinaga. Ils cherchaient à prendre des photos pour un blog de voyage traditionnel. Ils marchèrent près de 4 heures au soleil, jusqu'à ce qu'une des femmes, une photographe amateur, braque son objectif sur un cactus géant qui perçait l'horizon tel une lance verte. Elle prit plusieurs clichés sans prêter attention aux détails. C'est à l'hôtel ce soir-là qu'ils examinèrent les images. Sur la 3e photo, ils remarquèrent quelque chose d'autre qu'une plante accrochée entre les épines du cactus, une forme humaine déshydratée, fusionnée avec la plante. La femme hurla, elle pensait que c'était un mannequin. Mais ils zoomèrent et aperçurent le bras, les cheveux secs plaqués contre son crâne, le t-shirt blanc. Ils revinrent le lendemain. Prudemment, ils s'approchèrent du cactus. L'odeur était acide, minérale. Le corps gisait là, silencieux, comme en attente. Une main avançait,
comme pour saisir quelque chose d'invisible. Ils ont appelé la police. En moins de 24 heures, la nouvelle est arrivée à Ciudad Juárez. La mère de Mariana a allumé la télévision et a vu une vue aérienne du cactus, dont la silhouette était informe parmi les épines. Elle a su que c'était elle, non pas à cause de sa forme ni de son emplacement, mais à cause de l'alliance dorée qui brillait encore, visible même depuis la caméra de l'hélicoptère. Cette alliance, Mariana ne l'a jamais enlevée, même pour dormir, celle qui disait « aimez-moi ». Ensemble, même quand personne ne la regardait. La police locale a bouclé la zone. Le corps a été soigneusement retiré. Le coroner a confirmé qu'il s'agissait d'une femme âgée de 25 à 30 ans. Il n'y avait aucune trace de violence. La peau était collée au cactus, les ongles étaient cassés et les lèvres sèches. La cause probable du décès était une déshydratation extrême. Le décès aurait eu lieu il y a 5 ou 6 ans, et aucun signe d'Ivan n'a été observé. Le cactus contenait une seule histoire, une moitié, un morceau, comme si quelqu'un l'avait laissé là avec un message que personne ne comprenait, un message qui n'avait pas encore été déterré. Lentement, le corps a été transporté au service médico-légal de Chihuahua dans des conditions de conservation strictes. Durant le trajet, les techniciens médico-légaux ont constaté que, malgré le temps, certains vêtements étaient étonnamment bien conservés, le t-shirt blanc, le jean, un petit collier en argent orné d'une croix et, surtout, l'alliance. L'identification officielle arriva bientôt. Les empreintes digitales n'étaient plus utilisables, mais les dents correspondaient au dossier dentaire de Mariana Ortega. Il s'agissait bien d'elle, la femme disparue 6 ans plus tôt, retrouvée coincée dans les épines d'un cactus, dans une zone inexplorée. La découverte fit grand bruit. La presse locale s'empara de l'affaire. Le parquet des personnes disparues rouvrit l'affaire et les parents de Mariana, assis devant les caméras, répétèrent d'une voix brisée ce qu'ils répétaient en silence depuis des années, « Elle n'est pas partie seule. Elle n'est pas morte seule. Ivan a disparu. » Une deuxième expédition fut envoyée sur le lieu de la découverte. Cette fois, l'objectif n'était pas de récupérer un corps, mais de reconstituer les faits. Des experts médico-légaux, des anthropologues et des policiers d'État fouillèrent un rayon de 5 km autour du cactus. Ils trouvèrent des traces éparses, un vêtement déchiré ressemblant à un mouchoir, une semelle détachée et, à 3 km au nord-est, les restes d'un feu de camp éteint. Près du feu de camp se trouvaient 2 objets importants, une tasse en métal portant les initiales ID et un vieil appareil photo, un de ces appareils numériques bon marché fonctionnant avec des piles d'Oblua. Le boîtier était fissuré, du sable était incrusté dans l'objectif, mais la carte mémoire était intacte. C'est cet appareil qui a tout changé. Les chauffeurs ont décrit des chargements lourds et des odeurs désagréables émanant de caisses hermétiquement fermées. Les commerçants locaux ont constaté des commandes inhabituelles de l'académie, de grandes quantités de chaux vives, de charbon et de produits chimiques étaient régulièrement livrés. Les fournisseurs ont fait remarquer que ces commandes étaient disproportionnées pour un établissement d'enseignement de la taille de l'académie. Ils ont également constaté que les livraisons avaient toujours lieu la nuit. Un menuisier local, Perfecto Saldana, avait été engagé pour effectuer des réparations structurelles au sous-sol principal. Durant ces travaux, Perfecto avait entendu des bruits étranges provenant de zones plus profondes. Il avait décrit des cris et des gémissements qui semblaient provenir d'enfants en détresse extrême. Perfecto a tenté d'accéder aux zones d'origine des bruits, mais Florencio Bexley l'a arrêté. Les agents ont expliqué que les bruits provenaient d'exercices de thérapie vocale pour les élèves souffrant de troubles de la parole. Ils ont également mentionné que certains traitements médicaux nécessitaient des interventions pouvant causer une gêne temporaire. Florencio a escorté Perfecto hors de la propriété et a immédiatement résilié son contrat. Il a été payé pour l'intégralité de son travail, mais a été averti de ne pas revenir sans invitation expresse. Perfecto a tenté de signaler son expérience aux autorités locales, mais sa réputation de buveur occasionnel l'a laissé sans réponse. Les fournisseurs de repas ont également constaté des écarts. Les commandes correspondaient à une population scolaire d'environ 150 enfants, cependant, les livreurs observaient rarement plus de 30 ou 40 élèves dans les espaces communs. Les explications concernant les élèves en quarantaine ou en sortie scolaire étaient constamment répétées.
En 1882, une épidémie de diphtérie dans la région fournit aux autorités sanitaires le prétexte nécessaire pour inspecter tous les établissements d'enseignement. La Bexley Academy fut incluse dans la liste des inspections obligatoires, et les Bexley ne purent refuser la visite en raison des mesures sanitaires d'urgence. Lorsque les autorités arrivèrent sur place le 15 mars 1882, elles trouvèrent les locaux pratiquement vides. Casimiro Bexley expliqua que les étudiants avaient été temporairement évacués vers une propriété secondaire pour les protéger de la contagion. Il montra des documents censés confirmer leur transfert vers un ranch en montagne. Les inspecteurs sanitaires ont inspecté les locaux vides et ont constaté que tout était apparemment en ordre, les dortoirs étaient propres, les salles de classe bien rangées et l'infirmerie équipée de matériel médical moderne. Les dossiers présentés faisaient état d'un suivi détaillé de la santé et de la scolarité de chaque élève supposément évacué. Cependant, l'un des inspecteurs, le docteur Teodoro Villarreal, a constaté d'importantes incohérences dans les documents. Les noms de certains élèves figuraient dans les dossiers médicaux, mais pas sur les listes de présence scolaire. D'autres noms figuraient dans les inventaires de vêtements et d'effets personnels, mais pas dans les dossiers scolaires. Les registres d'évacuation présentaient également des incohérences, les dates de transfert ne correspondaient pas d'un document à l'autre, certains élèves étaient répertoriés comme évacués avant la déclaration officielle de l'épidémie. Les signatures des personnes autorisées présentaient des similitudes suggérant une falsification. Le docteur Villarreal a demandé une visite de la propriété où se trouvaient supposément les élèves évacués. Casimiro Bexley a expliqué que la route était impraticable en raison des pluies récentes et qu'une visite pourrait mettre en danger la santé des enfants. Il a promis d'organiser l'inspection dès que la situation s'améliorerait. Teodoro Villarreal a insisté pour obtenir l'adresse exacte de la propriété secondaire. Casimiro a fourni des informations vagues sur une hacienda dans les montagnes Algeny, mais n'a pas été en mesure de fournir de coordonnées précises. Il a expliqué que la propriété avait été prêtée par des bienfaiteurs anonymes et que les détails de localisation étaient confidentiels pour des raisons de sécurité. Les autres inspecteurs acceptèrent les explications de Casimiro, mais le docteur Villarreal resta méfiant. Il demanda une deuxième inspection pour la semaine suivante, incluant une visite obligatoire de la propriété évacuée. Casimiro accepta à contre-cœur, mais demanda un délai supplémentaire pour coordonner le transport et les mesures de sécurité. À leur retour le 22 mars 1882, les responsables trouvèrent l'académie complètement fermée. Un panneau à l'entrée annonçait que l'établissement avait temporairement suspendu ses activités en raison de l'urgence sanitaire. Aucun membre du personnel n'était présent et toutes les portes étaient cadenassées. Des voisins du quartier ont signalé une activité inhabituelle à l'académie la nuit précédente. Plusieurs voitures avaient quitté la propriété chargées de malles et de grandes caisses. Les employés locaux travaillant à l'institution ont été licenciés sans explication ni indemnité, nombre d'entre eux n'avaient pas perçu leur salaire du mois précédent. Le docteur Villarreal tenta de retrouver la famille Bexley pour obtenir des explications, mais découvrit qu'elle avait fui la région. Leur résidence de Pittsburgh avait été vendue à la hâte à un acheteur anonyme. Les relevés bancaires montraient que les comptes de l'académie avaient été vidés quelques jours avant la deuxième inspection. Les autorités locales ont lancé une enquête préliminaire. Les documents retrouvés à l'académie faisaient état de 143 élèves actifs au moment de la fermeture, cependant, aucune preuve matérielle de la présence d'un tel nombre d'enfants n'a été trouvée. Les lits, les vêtements et les fournitures scolaires étaient insuffisants pour accueillir un tel nombre d'élèves. L'enquête s'est étendue à d'autres institutions et autorités qui avaient envoyé des enfants à l'académie. Les archives ont montré qu'au cours des 10 dernières années, plus de 300 enfants avaient été confiés à la famille Bexley. La plupart provenaient d'orphelinats, de maisons de correction et de familles incapables de subvenir aux besoins de leurs enfants. Les enquêteurs ont tenté de contacter les familles des élèves disparus. Nombre d'entre elles avaient perdu contact avec leurs enfants depuis des années. D'autres avaient été informés du transfert de leurs enfants vers d'autres établissements ou de leur décès de maladie, toutefois, aucun document officiel ne faisait état de ces transferts ou décès. En avril 1882, le shérif du comté, Carmelo Porra, organisa une vaste perquisition des locaux de l'académie. Une équipe de 12 hommes passa au peigne fin chaque bâtiment, sous-sol et terrain à la recherche de preuves permettant de localiser les élèves disparus.
Les premières recherches n'ont rien révélé d'anormal dans les zones principales. Les bâtiments étaient vides, mais en bon état. Les sous-sols contenaient des provisions courantes, charbon, outils et provisions conservées. Cependant, l'un des enquêteurs, l'adjoint Balthazar Madrigal, a remarqué que le sol de l'un des sous-sols semblait avoir été récemment remué. Balthazar Madrigal avait travaillé comme fossoyeur avant de rejoindre le bureau du shérif. Son expérience lui a permis d'identifier des terrains excavés et remblayés. Le sol du sous-sol principal présentait des affaissements irréguliers suggérant la présence de cavités souterraines. Il se souvient qu'en avril 2007, un convoi militaire est passé près de sa parcelle, allant en sens inverse. Ils étaient recouverts de bâches et n'ont parlé à personne. Le lendemain, alors qu'il allait vérifier son puits, il a remarqué de profondes traces de pneus qui n'étaient pas là auparavant. Il a trouvé cela étrange, mais n'a rien signalé. Ici, on apprend à ne pas poser de questions, dit-il. Le témoignage a été officiellement rejeté, mais Guillermo l'a enregistré, et dans cet enregistrement, Raphaël a ajouté une phrase qui allait plus tard être essentielle. J'ai vu un des soldats descendre quelque chose enveloppé dans une couverture, et ce n'était pas une marchandise. À ce moment-là, l'histoire avait complètement changé. Il ne s'agissait plus seulement d'un couple disparu. Il y avait des incohérences, des fuites et des témoins ignorés. Quelque chose d'autre s'était produit dans le désert ce week-end-là, quelque chose que personne ne voulait expliquer. La mère de Mariana, apprenant ce nouveau témoignage, demanda à parler à Guillermo. Elle l'accueillit dans son salon avec une tasse de café sans sucre et une boîte de photos sur la table. Elle lui montra une image en particulier. Et ils serrent Mariana dans leurs bras, tous deux avec leur sac à dos, juste avant leur premier voyage dans le désert, a-t-il dit. Ils ne l'auraient jamais laissé seul. S'il n'est pas revenu, c'est parce qu'ils ne l'ont pas laissé faire. Guillermo est parti avec cette phrase gravée dans sa tête. Ce soir-là, il a reçu une enveloppe sous la porte de sa chambre d'hôtel. À l'intérieur se trouvait une lettre sans adresse de retour. En haut de l'entête, un seul mot écrit en majuscule. Archive. La feuille suivante était une photocopie sombre de ce qui semblait être une note interne de l'armée datée de mai 2007. Elle n'était que partiellement lisible, mais une ligne ressortait. Opération Koyam. Transfert de biens civils. Aucun incident. Le journaliste n'a pas fermé l'œil de la nuit. Il a appelé son rédacteur en chef et lui a dit qu'il ne publierait rien pour l'instant, il avait besoin de temps. Car si ce qu'il tenait était réel, alors Ivan n'était pas mort, ou tout était-il mort? Guillermo a publié un article sur son blog personnel, évitant de citer des noms, mais révélant les coordonnées, la lettre anonyme, le témoignage du colonel et l'image de l'inscription rupestre. En quelques heures, l'article a été partagé par des milliers de personnes. Un hashtag a été créé. Des émissions de télévision ont commencé à solliciter des interviews, mais Guillermo a refusé. Je ne veux pas que ça tourne au spectacle, a-t-il dit à la sœur de Mariana lorsqu'elle l'a appelé. Je veux qu'il retrouve Ivan, ou au moins que quelqu'un puisse parler. Cette nuit-là, quelqu'un parla. Un message arriva dans la boîte de réception de Guillermo. Pas de signature, pas de texte, juste une pièce jointe, un enregistrement audio. Ça commença par des parasites, puis une respiration haletante, et enfin une voix. Si vous écoutez ça, arrêtez. Ne me cherchez pas. Elle ne devrait pas être là. J'y étais. La voix était masculine, cassée, comme si elle parlait depuis une pièce fermée. La qualité audio était médiocre, mais la famille n'avait aucun doute, il s'agissait des Ivan. L'enregistrement dura 29 secondes et se termina par un grand bruit, comme une porte qui se ferme. Guillermo n'a pas dormi. La mère de Mariana, en entendant l'enregistrement, s'est couverte la bouche des deux mains et a fondu en larmes. Ce n'était pas un au revoir, c'était un avertissement, dit-il d'une voix tremblante. À partir de ce jour, quelque chose a changé. La version officielle s'est fragmentée. Le parquet a nié l'enregistrement audio. Les autorités militaires ont refusé de commenter, et un agent fédéral a été dessaisi de l'affaire sans explication.
Au même moment, un document interne a commencé à circuler parmi les journalistes indépendants. On pouvait y lire, en lettres capitales: n'ouvrez pas le fichier Coyam, il contient des éléments sensibles. Guillermo comprit qu'il était allé trop loin, mais aussi qu'il ne pouvait plus s'arrêter. Car si Ivan était encore en vie après la mort de Mariana, il n'y avait que deux possibilités: soit il avait échappé à quelque chose d'impossible, soit il était toujours là, à attendre. Les semaines suivantes furent un mélange d'euphorie, de peur et de méfiance. L'enregistrement des Ivan, bien que non officiellement publié, circula sur des chaînes privées, des groupes de journalistes et des forums d'investigation. Certains tentèrent de vérifier son authenticité par l'analyse vocale, d'autres le qualifièrent de montage. Mais pour ceux qui connaissaient Ivan, aucun doute, il s'agissait bien de lui. Et ses propos, bien que déroutants, révélaient une vérité plus dangereuse que quiconque ne l'avait imaginé. Son message ne ressemblait ni à un adieu ni à une supplication, c'était un avertissement brutal et résigné. Ne me cherchez pas. Elle ne devrait pas être là. J'y étais. Ces mots, répétés encore et encore par la mère de Mariana à voix basse, commencèrent à résonner comme un code. Pourquoi était-il là? Qu'avait-il vu? Que savait-il? Guillermo est devenu paranoïaque. Il a changé de numéro de téléphone. Il utilisait les cybercafés pour envoyer des emails. Il a désactivé tous ses comptes sur les réseaux sociaux. À plusieurs reprises, il a remarqué une voiture garée devant son immeuble depuis des heures. Personne ne sortait, personne ne montait, ils attendaient, puis repartaient. Un matin, en rentrant du magasin, il trouva sa porte entr'ouverte. Rien ne manquait, mais son ordinateur avait été redémarré. Le lendemain matin, un mot manuscrit apparut dans sa boîte aux lettres. Coyam ne s'ouvre pas. Et rien d'autre. L'accusation, de son côté, a resserré les rangs. Elle a déclaré qu'il n'y avait aucune preuve que Ivan était vivant. Le dossier a été regroupé sous l'étiquette « Affaire Mariana Ortega ». Pas un mot sur le message vocal, l'inscription sur la pierre, ni sur l'opération militaire de 2007. Tout était à nouveau scellé, mais l'affaire ne leur appartenait plus. Un groupe de recherche indépendant, composé de proches de personnes disparues dans le nord du pays, a proposé son aide. Il s'agissait de bénévoles, mères, frères et sœurs, amis d'autres personnes disparues. Ils ne cherchaient pas de coupables, ils cherchaient des restes, des indices, des vestiges. Ils comprenaient que le désert ne rapporte pas de corps, seulement des fragments. Grâce à leur soutien, une nouvelle expédition fut organisée, plus ciblée cette fois. Elle se concentra sur une région au nord de la formation rocheuse où se trouvaient les initiales de Mariana et Ivan. Un guide local mentionna une profonde crevasse, semblable à un canyon, où des caravanes illégales s'étaient autrefois cachées. La zone était inaccessible en voiture, il fallait marcher 6 heures avec sac à dos, lampe de poche et peu de provisions. À leur arrivée, le silence était total, à l'exception du murmure du vent à travers les rochers. Une des femmes du groupe, écartant quelques buissons secs, trouva quelque chose à moitié enterré, une bâche déchirée et couverte de poussière. En dessous se trouvait une structure en bois pourri, semblable à une grande boîte ou à un abri de fortune. En creusant, ils découvrirent une ouverture, une sorte de compartiment souterrain de moins d'1 mètre de profondeur. À l'intérieur se trouvaient des restes de vêtements, des bouteilles d'eau vides, un carnet humide et un objet qui glaça tout le monde, une carte d'identité plastifiée de l'Institut de technologie de Ciudad au nom d'Ivan Duarte, usée mais lisible. Le carnet était presque illisible, mais sur la dernière page, encore visible, il y avait une phrase écrite en lettres maladroites, comme si la main avait tremblé. Je ne bouge pas par peur, ni par foi. Tiens bon. L'équipe emballa tout avec le plus grand soin. Cette nuit-là, ils campèrent sur place et allumèrent un petit feu. Personne ne dormit. Ils passèrent la nuit en silence, contemplant le ciel étoilé qui avait tant fasciné Mariana. À l'aube, l'un d'eux dit ce que tout le monde pensait. Il était là, mais on ne sait pas s'il est parti. À leur retour, ils ont tout remis à la famille. La mère de Mariana, tenant la carte d'identité de son gendre dans ses mains, n'a pas pleuré,
elle a simplement caressé la photo comme si elle était vivante. La sœur de Mariana, quant à elle, a demandé à être laissée seule avec le carnet. Elle l'a lu page par page, même s'il n'y restait plus aucun mot, seulement des taches d'encre et de la saleté. Guillermo a écrit un récit intime de cette découverte. Il ne l'a pas publié dans les médias traditionnels, il l'a partagé avec les bénévoles, sa famille et d'autres journalistes auparavant censurés. Il y écrit: Je ne sais pas si Ivan est encore en vie. Je ne sais pas s'il s'est échappé ou s'ils l'ont fait disparaître, mais je sais qu'il a résisté. Et cela, dans ce pays, est déjà une forme de justice. Les jours suivants, de plus en plus de personnes commencèrent à lui envoyer des témoignages, de vieilles photos et des itinéraires possibles. Certains parlaient d'une installation abandonnée à des kilomètres de là, d'autres de bruits étranges la nuit. Mais aucun indice concret n'était disponible, seulement des échos, des rumeurs. Jusqu'à ce qu'un courriel arrive, sans objet ni texte, juste une image jointe. C'était une photographie floue prise à travers une clôture. On y voyait un homme de dos marchant dans un couloir en béton. Il portait une veste usée et avait les cheveux longs. Au bas de l'image, un numéro était peint sur le mur, 109. La mère de Mariana, en voyant la photo, se couvrit la bouche. Non pas par peur, mais parce qu'elle reconnaissait la veste. Elle l'avait elle-même achetée pour Ivan avant leur premier hiver ensemble. Dès lors, l'image de l'homme, de dos, marchant dans un couloir en béton avec la vieille veste, devint une obsession silencieuse pour la famille. Ce n'était pas une preuve concluante, elle ne montrait aucun visage, n'indiquait ni date ni lieu, et son origine était invérifiable. Mais il y avait quelque chose dans cette silhouette voûtée, dans son port d'épaule, qui suffisait à convaincre la mère de Mariana. C'est sa façon de marcher, dit-il. Je le ferai les yeux bandés et je le reconnaîtrai quand même. Guillermo a essayé de retrouver l'email. Il ne provenait pas d'un compte institutionnel ni d'un domaine connu, c'était une adresse créée le jour même, sans activité antérieure. Le serveur était hébergé à l'étranger. Impossible de savoir qui l'avait envoyé. Juste le fichier, la photo, juste Jacquet 109. À partir de ce moment, les choses se sont compliquées. Le journaliste a été convoqué officieusement par le parquet, qui lui a demandé de coopérer volontairement afin de ne pas entraver l'enquête. Ils lui ont suggéré, d'un ton amical mais ferme, de cesser de publier des articles sur l'affaire, de cesser de propager des théories infondées et de penser à sa propre sécurité. Guillermo sourit, il ne dit rien. Cette nuit-là, il archiva tout son matériel sur un disque dur externe et le cacha chez un ami, au cas où. Pendant ce temps, la famille de Mariana a décidé de garder le silence dans les médias. Ils ont refusé les interviews, éteint leur téléphone et fermé leur profil. Sa sœur a déménagé dans une nouvelle ville, le père d'Ivan a cessé de répondre aux appels. La mère, cependant, continuait d'écrire. Elle remplissait des carnets de pensées, de dates, de fragments. Elle ne cherchait pas à comprendre, seulement à consigner, comme si elle craignait qu'un jour plus personne ne se souvienne de ce qui s'était passé. C'est un de ces après-midi-là, alors qu'elle triait de vieux documents rangés dans un carton, que la mère a trouvé quelque chose d'inattendu, une lettre non ouverte, à en-tête de la poste locale, datée du 4 mai 2007. Elle n'avait jamais été distribuée, elle ne portait pas de timbre-poste, juste son nom, écrit d'une écriture reconnaissable, celle d'Ivan. L'enveloppe était scellée avec du ruban adhésif. Il l'ouvrit en tremblant. À l'intérieur se trouvait une feuille de papier, écrite recto verso. Le papier était jauni et l'encre légèrement tachée, mais toujours lisible. On pouvait y lire. Si vous lisez ceci, c'est parce que quelque chose a mal tourné. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé. Je ne sais pas si j'ai réussi à revenir, mais je veux que vous compreniez que ce n'était pas un accident. Nous avons été déviés de notre route. Quelque chose s'est interposé. Je ne sais pas ce que c'était, mais nous n'étions pas les seuls là-bas. Mariana était forte, plus forte que moi. Elle a enduré plus que quiconque. Elle ne méritait pas d'être là. J'étais censé être là. Elle voulait juste être avec moi. Je pensais pouvoir la protéger.
J'avais tort. La lettre n'avait pas de signature, juste un symbole à la fin, un petit cercle dessiné à la main avec une ligne verticale le traversant. La mère de Mariana a porté la lettre au parquet. Elle a exigé qu'elle soit examinée, enregistrée et versée au dossier. Personne n'a pu expliquer comment elle était arrivée en sa possession des années plus tard. Personne n'a voulu parler du symbole, ils ont simplement pris une copie et la lui ont rendue. Guillermo l'a lu en silence, puis l'a relu encore, et encore. Quelque chose dans cette lettre lui semblait familier, non pas le contenu, mais le ton, la manière de la raconter, le rythme. Comme s'il ne s'agissait pas seulement d'un adieu, mais d'un témoignage volontaire pour consigner qu'autre chose s'était produit, quelque chose au-delà des mots. Au cours des semaines suivantes, Guillermo consulta des anthropologues, des sémiologues et d'anciens militaires. Il montra le symbole, personne ne le reconnut officiellement. Mais un vieil historien ayant travaillé sur les dossiers des services de renseignement mentionna quelque chose d'intéressant. Dans les années 1990, certains documents classifiés utilisaient ce même symbole pour signaler des emplacements sensibles, a-t-il expliqué. C'était un code visuel interne rarement utilisé, réservé au marquage de sites non cartographiés liés à des opérations discrètes. Ce symbole apparaissait dans des rapports relatifs à des installations de confinement mobile dans des zones inhabitées. Si Ivan a dessiné ça, a-t-il ajouté, il savait exactement où c'était. L'hypothèse était alarmante, si le symbole indiquait un établissement non enregistré, si Ivan avait été délibérément détourné, si Mariana était morte parce qu'elle se trouvait au mauvais endroit, alors il ne s'agissait plus d'une disparition, c'était une dissimulation. Guillermo rédigea un rapport détaillé reprenant toutes ses conclusions, l'imprima sur du papier épais, le relia et l'envoya à 3 organisations internationales de défense des droits de l'homme. Il ne s'attendait pas à une réponse immédiate, il voulait simplement que quelqu'un d'autre soit informé, au cas où il lui arriverait quelque chose. La même semaine, le journaliste reçut un colis sans adresse de retour. Il s'agissait d'une petite boîte enveloppée dans du papier kraft. À l'intérieur se trouvait un seul objet, une montre-bracelet cassée, arrêtée à 14h19 précise. Le cadran était fissuré mais encore visible, et un nom était gravé au dos, Ivan Duarte. À côté de la montre, une note écrite au crayon disait « Ce n'est pas la fin, mais c'est la dernière fois que quelqu'un le verra. » La boîte n'a pas été livrée au domicile de Guillermo ni à un bureau de poste. Elle a été déposée à la réception du journal où il avait travaillé des années auparavant, avec des instructions précises, pour Guillermo Tellé, remettre en main propre, ne pas ouvrir. La réceptionniste l'a appelé l'après-midi même. À son arrivée, William comprit immédiatement que quelque chose n'allait pas. La boîte était inodore, légère et ne portait aucune marque suspecte. Pourtant, en la tenant, il ressentit un étrange frisson, comme si ce n'était pas un objet, mais un adieu. L'horloge était cassée, arrêtée à 2h19, avec une fissure diagonale sur le cadran. Il n'y avait ni sang, ni boue, ni sable, mais elle était sale. Au dos était gravé le nom avec précision, Ivan Duarte. Et le mot, plus qu'un message, ressemblait à une phrase. Guillermo apporta l'objet chez un horloger de confiance et lui demanda de ne pas le nettoyer, mais simplement de l'examiner. L'homme, âgé de plus de 70 ans, examina le mécanisme à la loupe et dit quelque chose d'inquiétant. Ce n'est pas la batterie qui l'a arrêtée. Elle a été violemment heurtée de l'extérieur, comme si quelqu'un l'avait percutée. Le soir même, le journaliste réécouta l'enregistrement des Ivan. Il l'avait mémorisé, mais il avait besoin de le ressentir à nouveau, il voulait savoir s'il y avait de la peur, de la culpabilité ou de la fatigue. À la 3e écoute, il perçut quelque chose qui lui avait échappé. En arrière-plan, presque imperceptible, un bruit répétitif. Ce n'était ni du vent ni un coup, c'était un bourdonnement mécanique intermittent, comme une machine fonctionnant à un rythme régulier. Il l'a isolé, amplifié, et là, il a compris, le son était réel et artificiel. Il a décidé de partager le fragment avec une experte en acoustique médico-légale basée au Canada. Il lui a envoyé l'audio sous un pseudonyme, accompagné d'une histoire fictive. Des semaines plus tard, elle lui a répondu par un rapport bref mais convaincant.
Le modèle sonore correspond à celui des générateurs électriques souterrains, généralement situés dans des installations isolées ou des centres de stockage autonomes. Aucune faune ni condition naturelle ne reproduit ce type de vibration à cette fréquence. Cette confirmation l'a paralysé pendant quelques minutes, car si Ivan avait enregistré cette voix dans un tel environnement, alors il était enfermé et l'est probablement toujours. Pendant ce temps, le groupe de recherche continuait à fouiller le désert. À chaque pas, il découvrait de nouveaux restes, des bouteilles fondues par le soleil, des vêtements manquants, des ossements d'animaux confondus avec des ossements humains, mais rien de concluant, rien d'éhivant, jusqu'à ce qu'un volontaire tombe sur un couvercle métallique rond et rouillé, à moitié enterré. Ils la sortirent avec précaution. En contrebas, un escalier menait à une structure oubliée, un conteneur englouti d'environ 5 mètres de long sur 2 de large, complètement vide. Aucun objet, aucune odeur, juste des parois métalliques marquées de mots écrits avec un ongle ou une pierre, silence, tenez-vous. M, et enfin, 109. Il n'y avait pas de corps, mais une présence, une sensation dense et immobile, comme si l'air refusait de circuler à l'intérieur. Ils ont mesuré les coordonnées, ont fait des rapports, mais personne n'est venu, ni police, ni soldat. Personne n'a répondu, personne n'a nié, juste le silence. Guillermo a publié un autre article, son dernier, non pas sur son blog, mais sur papier. Il l'a diffusé par courrier, par boîte aux lettres, via des réseaux de confiance. Il l'a intitulé « L'ombre de Colam ». Il y racontait les événements sans fioriture, la disparition, le corps de Mariana, l'appareil photo avec les photos, la voix des Ivan, la lettre, la montre, le récipient vide. Il ne pointait pas du doigt, ne réclamait pas justice, il écrivait simplement une phrase à la fin. S'ils me font taire, tu sais pourquoi. Quelques jours plus tard, il quittait son appartement. Personne ne savait où il était allé. Son numéro avait été annulé. Sa dernière connexion était apparue à 2h19 du matin, à l'heure même où l'horloge s'était arrêtée. La mère de Mariana n'a plus jamais parlé à la presse. Elle n'a jamais donné d'interview, mais un après-midi, sous la lumière pâle du jardin, elle s'est approchée d'un pot où elle avait l'habitude de planter du basilic. Il y enterra la montre à main nue, sans un mot. Sur la terre, il déposa une pierre sur laquelle était inscrit le chiffre 109 au marqueur noir. Chaque jour, à l'aube, il s'asseyait devant cette cafetière avec une tasse de café, dans un silence complet, comme s'il attendait quelque chose, comme s'il entendait quelque chose que personne d'autre ne pouvait entendre. Au fil du temps, l'affaire disparut des médias. Elle n'était plus d'actualité. Il n'y avait plus de nouvelles pistes, plus de corps, plus de coupables, seulement des souvenirs qui refusaient de mourir. L'affaire fut à nouveau classée, cette fois sous la catégorie « enquête inachevée », faute de preuves suffisantes pour la rouvrir. Une phrase froide qui signifiait finalement « ne posez plus de questions ». Mais les questions subsistaient. Les groupes de recherche, comme les familles, n'oubliaient pas. Certains ont désigné l'endroit où le conteneur vide apparaissait comme « la fissure ». D'autres l'ont simplement appelé « le lieu du 109 ». C'était un lieu qui n'apparaissait pas sur les cartes, qui n'avait pas de nom, mais qui commençait à faire partie de la cartographie du non-dit, du caché, de ce que l'on sait sans besoin de preuves. Une fresque murale est apparue dans une rue latérale de Ciudad-Juárez. Elle représentait le visage de Mariana, les cheveux détachés, entourés d'épines de cactus qui se transformaient en lettres. Parmi elles, une phrase écrite en lettres capitales, « Ce n'est pas là que j'étais censé mourir ». Personne n'a revendiqué la responsabilité, personne n'a signé. Mais pendant des semaines, les gens ont marché devant en silence. Certains déposaient des fleurs, d'autres des bougies, et d'autres, à voix basse, demandaient pardon. Pendant ce temps, la mère de Mariana continuait d'arroser la marmite chaque matin. Elle ne parlait ni de l'horloge, ni du nombre, elle conservait simplement ses habitudes, elle préparait du café à 6 heures, allumait une bougie blanche à 8 heures et écrivait une nouvelle phrase dans son journal chaque soir. Des phrases courtes, parfois à peine un murmure. J'ai rêvé de lui aujourd'hui. Aujourd'hui, le vent est venu de l'Est. Aujourd'hui, le silence a été plus long qu'hier. Un après-midi de septembre, 6 mois après la dernière apparition de Guillermo,
la sœur de Mariana reçut une lettre sans adresse de retour. Elle était tapée sur du papier recyclé. Il n'y avait pas grand-chose à dire, juste 2 lignes, les fichiers ne sont pas effacés, ils changent simplement de main. Quand vous serez prêt, allez à la page 109. 6 juin, une photocopie partielle d'un livre. Il n'avait pas de couverture, juste une page volante marquée à l'encre rouge dans un coin. Il s'agissait d'un extrait d'une revue technique datée de mai 2007. Il traitait d'une installation temporaire, des conditions de température souterraine, de l'isolation acoustique et de la présence de sujets exposés à l'environnement. Il n'y avait aucune mention de nom, de lieu ou de responsable, mais au bas de la page, il y avait un chiffre souligné, 2, le nombre de personnes enregistrées comme exposées. Cette page fut conservée dans une enveloppe et remise au groupe de recherche. Ce dernier la partagea ensuite avec des organisations internationales. La réponse fut lente, formelle et distante. Quelques semaines plus tard, le HCDH recevait une lettre accusant réception du document et s'engageant à l'examiner lors de futurs groupes de travail. Rien de plus. Mais c'était quelque chose, une fissure. La mère de Mariana apprit l'existence du journal. Elle ne demanda pas à le voir, mais simplement, est-ce lui qui l'a écrit? Personne ne répondit. Et elle ne reposa plus la question. L'affaire a laissé des cicatrices non seulement sur la famille, mais aussi sur la ville, dans les rues et sur les cartes mentales de ceux qui ont compris que le silence n'est pas neutre, que parfois se cacher signifie choisir un camp, que ne pas savoir peut aussi être une forme de complicité. Dans une école d'architecture, un groupe d'étudiants a réalisé un projet de fin d'études sur les espaces non déclarés. L'un d'eux s'intitulait 109, le lieu qui n'est pas. Il comprenait des schémas hypothétiques d'installations souterraines, des itinéraires omis et des théories sur les structures de confinement mobile. Le professeur leur a donné la note maximale et a écrit en bas, ce n'est pas de la fiction, c'est ce que personne n'ose raconter. Certains ont tenté de rouvrir le dossier par des moyens légaux, mais sans succès. Sans nouvelles preuves, tout est resté au point mort. Au même moment, plus de 20 personnes disparues dans les environs ont commencé à être liées à des schémas similaires. Officieusement, non pas dans des rapports, mais dans des conversations, des fichiers partagés en externe, des murmures entre journalistes, des liens noués par ceux qui refusaient de lâcher le fil. Car le cas de Mariana n'était plus seulement le sien, c'était celui de tous ceux qui ont disparu sans laisser de traces. C'était celui de ceux qui ont été effacés de la carte sans explication, de ceux qui sont morts en silence, et de ceux qui attendent encore quelque part, les yeux ouverts dans l'obscurité. Les années passèrent. Les médias cessèrent de chercher de nouveaux indices. L'affaire resta close, et le désert, avec son soleil immobile et ses nuits sans vent, continua de tout recouvrir de cette couche rugueuse d'oubli qui le rend impénétrable. Il n'y eut ni procès, ni coupable, ni tombe pourrivant. Mais une chose était sûre, ce qui s'était passé là n'était pas un accident, ni une randonnée ratée, c'était une décision prise par quelqu'un d'autre, dans un lieu anonyme où personne ne devrait se trouver. La mère de Mariana vieillit silencieusement. Ses cheveux blanchirent et son dos se fragilisa. Mais la routine ne changea jamais, un café à l'aube, une bougie allumée à 20h et un journal avant de se coucher. Le pot de fleurs portant le numéro 109 resta à sa place, surmonté d'une pierre qui semblait chaque jour plus lourde. Personne ne savait si elle attendait toujours ou si elle refusait simplement d'oublier. La sœur de Mariana, partie depuis des années, est revenue quelques jours en 2019. Elle a retrouvé la maison intacte, les meubles inchangés, les photos dans les mêmes cadres. Au mur, une nouvelle image, un agrandissement de la photo arrivée par la poste, la silhouette de dos, la veste, le couloir gris et ce numéro peint qui n'a jamais été expliqué. C'était la seule image d'Yvan qui ne montrait pas son visage, mais c'était, d'une certaine manière, la plus authentique. Cette nuit-là, la sœur fouilla dans le vieux journal de sa mère. Elle voulait comprendre. Elle en trouva une, parmi des centaines de phrases, écrites d'une écriture différente, plus ferme, plus récente. On pouvait y lire. Tu ne reviendras peut-être pas, mais tu n'es plus seul, car maintenant il y a d'autres personnes qui marchent avec ton nom. La phrase était datée du 29 avril, exactement 12 ans après sa disparition.
dans un coin du désert, là où les cartes et les itinéraires officiels ont disparu, quelqu'un a planté une croix. Elle ne porte ni nom, ni date, juste un numéro gravé dessus, 109. À côté se trouve un banc en bois et une boîte en métal où les gens laissent lettres, photos et messages. Il n'y a ni instruction, ni règles, personne ne les récupère, personne ne les efface, mais de temps en temps, quelqu'un revient, les lit et laisse quelque chose de nouveau. L'une de ces lettres, écrite sur du papier de cahier, disait « Je ne sais pas qui tu es, mais ton histoire m'a changé. Maintenant, je sais qu'il y a des endroits qui n'apparaissent pas dans les livres et des gens qui ne disparaissent pas, même si personne ne les retrouve. » Les équipes de recherche continuent d'utiliser les coordonnées de Siam comme référence pour d'autres cas. L'emplacement du conteneur vide est indiqué comme zone de surveillance 109. Personne ne prétend qu'il le regarde, mais chaque fois que quelqu'un essaie d'y arriver, des obstacles apparaissent, des portes verrouillées, des chemins erronés, des panneaux militaires qui ne devraient pas être là, comme si le temps avait non seulement passé, mais avait également appris à protéger le silence. Guillermo n'a jamais réapparu. Son nom figure sur certaines listes de journalistes disparus, bien qu'il n'y ait eu aucun rapport officiel. Certains affirment l'avoir vu dans un autre pays, tandis que d'autres affirment qu'il continue d'écrire sous un autre nom. Le seul véritable indice était une lettre parvenue au groupe en 2020, signée d'un « G » à peine tracé. Elle contenait une seule ligne. Tout ce qui devait être dit a déjà été dit. Le reste est entre les mailles du filet. L'histoire de Mariana et Ivan est devenue une légende pour certains, un avertissement pour d'autres. Mais pour ceux qui l'ont vécu, elle n'a jamais été un mystère. C'était une blessure, une perte désincarnée, une vérité qui n'a jamais pu se dévoiler pleinement. Et pourtant, il y a quelque chose qu'ils n'ont jamais pu cacher, à 2h19 du matin, exactement à cette heure-là, chaque 29 avril, la vieille montre du père d'Ivan, que personne n'a remise à zéro depuis, tic-tac pendant quelques secondes. Elle marque l'heure, les aiguilles tremblent, puis s'arrêtent à nouveau, comme si quelqu'un, quelque part, voulait encore dire. Je suis toujours là, même s'ils ne me voient pas, même s'ils ne me nomment pas, même s'ils m'ont enterré parmi les épines.